Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. L'écosystème tech israélien. Isabelle Amiel Azoulay, Managing Partner de la maison à Paris. Sur les éléments culturels, il y a un terme qu'il faut vraiment retenir quand on parle du marché israélien, des Israéliens et de leur culture. C'est un terme qui s'appelle la chutzpah. Alors la définition la plus proche, mais qui est pas exactement conforme, c'est le culot. Et je pense que c'est vraiment ce qui définit la culture israélienne, c'est le culot. C'est aussi le fait de croire que tout est possible, de ne pas avoir peur d'entreprendre, ni peur d'échouer. Wix et Lemonade, ces noms évoquent tous pour nous des success stories de l'écosystème tech israélien. Isabelle nous emmène à Tel Aviv et Jérusalem cette semaine pour découvrir avec elle les raisons qui expliquent la réussite de l'autoproclamée Startup Nation. Israël compte désormais des dizaines de licornes et quelques décacornes. Rien qu'en 2021, ce petit État de 8 millions d'habitants a généré 15% des licornes dans le monde. Nous découvrons comment l'armée et l'État contribuent à la réussite de ces scale-up et comment la culture des Israéliens leur permet d'être audacieux et de ne pas hésiter à entreprendre. Nous découvrons bien entendu la maison et les fonds que gère cette société établie en France qui tisse des liens forts avec Israël, mais également avec les États-Unis et l'Asie. Spécialisée sur le growth, la maison compte parmi ses investisseurs des entrepreneurs historiques qui s'investissent personnellement dans les sociétés du portefeuille en mettant en place des collaborations. Enfin, nous regardons de plus près les différents fonds et quelques pépites du portefeuille comme Carta. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Isabelle. Bonjour Solène. Merci de ton temps, de ta dispo pour nous parler aujourd'hui sur FinScale. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter avant qu'on commence ? Avec plaisir. Merci à toi de me recevoir sur ce magnifique blog que j'ai écouté avec beaucoup d'attention plusieurs fois. Et je sais que tu as d'ailleurs reçu notre ami Didier Vallée assez récemment. Tout à fait. Donc, je t'en parlais de moi. Oui, parle de toi. Bon, alors moi, j'ai débuté en fait ma carrière, si on peut appeler ça une carrière, en 1997, en fait, comme banquier privé au Crédit Suisse, où j'ai démarré tout de suite après un stage de fin d'études. En fait, ça faisait plusieurs étés que j'allais chez Crédit Suisse et ils m'ont gardé. Voilà, donc j'ai commencé comme banquier privé et puis très très vite, en fait, on avait monté avec mon collègue Philippe Auting une salle de marché qui était dédiée aux clients privés et on a eu la chance de vivre la période de la bulle Internet et où tout ce qu'on conseillait à nos clients montait. Voilà, ça a été une formidable période, évidemment, qui a explosé en 2001. Et quand cette période a explosé, en fait, tout ce service de bourse conseillée qu'on avait créé, qui était très, très actif pour des clients privés, un petit peu volé en éclats. Donc, je suis revenue à mon métier d'origine, qui était celui d'être banquier privé et où je m'ennuyais un petit peu à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, Crédit Suisse avait racheté une banque qui s'appelait la Banque Auting, donc j'avais un portefeuille assez vieillissant. Et voilà, donc c'était pas ce qui me plaisait le plus. Donc j'ai quitté le Crédit Suisse pour rejoindre des amis et tenter quelques aventures entrepreneuriales. J'ai aidé un groupe d'amis qui avait acheté une société qui s'appelait les Comptoirs du Saumon et je les ai aidés à restructurer. Ouais. Et ensuite, j'ai dirigé une clinique de chirurgie esthétique pendant 3 ans. Non. Ça peut paraître étonnant, mais en fait, c'est assez similaire à ce que je faisais comme banquier privé, puisqu'en fait, mon rôle comme dirigeante, c'était de recruter des chirurgiens esthétiques comme on recrute des clients. Ouais. Et on a créé la plus belle clinique de chirurgie esthétique parisienne qui s'appelait la clinique Élysée-Montaigne, où il y avait 40 chirurgiens esthétiques qui opéraient. Voilà. Après, j'avais pas envie de faire carrière dans la santé ni dans la chirurgie esthétique. Ça m'a beaucoup amusée. Et puis, mes amis de Crédit Suisse que j'avais pas vraiment quitté, avec qui j'avais gardé un contact très fort, sont revenus me chercher. Et je suis retournée au Crédit Suisse en 2009 comme investment partner, qui était en fait un département dédié aux clients ultra high net worth qui avait été créé. Et j'avais une fonction qui était à cheval entre la banque d'affaires et la banque privée, où l'idée, c'était vraiment de mettre à disposition toute l'offre de la banque d'affaires à des grands clients privés. Ouais. Et voilà, j'ai eu la chance d'accompagner beaucoup de grands clients, et notamment toute cette génération, cette première génération d'entrepreneurs success story dans la tech, qui sont d'ailleurs devenus des actionnaires de la maison, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis un jour, Michel Sicurel m'a appelé. Donc Michel Sicurel, c'est le grand banquier, c'était le dirigeant de la compagnie financière Rothschild, et c'est lui qui a
qui a vraiment accéléré la croissance de ce magnifique établissement, qui m'a appelé. On se connaissait pas et voilà, m'a appelé, m'a dit je voudrais vous parler du projet de la maison. Je l'ai écouté, j'ai été évidemment complètement séduite, d'abord par Michel Sicurel, mais surtout par le projet. Et voilà. Et donc, j'ai accompagné Michel Sicurel et Marc Lévy dans la création de la maison il y a maintenant 7 ans. Parfait. Bah, écoute, Voilà. merci beaucoup. On a donc un grand passé commun toutes les deux dans les banques suisses. Ah bon? Mais oui, Voilà. j'ai travaillé longtemps dans les banques Tu étais suisses. dans quelle banque suisse? J'ai travaillé chez UBS et chez Lombard-Odier. Ah bah voilà. Donc, nous avons effectivement un passé commun. Merci pour cette présentation. Alors, aujourd'hui, il y a deux choses que je voulais discuter avec toi. La toute première, tu le sais, c'est parler d'Israël. J'avais envisagé de faire un voyage touristique en famille, mais également pour rencontrer pas mal d'entrepreneurs et de personnes de l'écosystème et qui a été malheureusement annulé à cause de la crise Covid. Et c'est à cette occasion-là que tu m'as très gentiment répondu à toutes mes questions. Donc, du coup, j'ai envie qu'on en parle toutes les deux et que tu nous donnes beaucoup d'éléments pour comprendre en fait l'écosystème tech en Israël. Et puis, évidemment, parler de la maison et du fonds que vous avez lancé qui est vraiment dédié aux startups israéliennes. Avec plaisir. Donc, est-ce que tu pourrais tout simplement nous expliquer comment fonctionne l'écosystème tech en Israël et comment tu as été amené à travailler avec ? Qu'est-ce qui t'a fait te rapprocher de cet écosystème-là ? Alors en fait, quand on a lancé la maison, qui est vraiment cette holding d'investissement dont on parlera plus tard, et je vous décrirai vraiment ce qu'est le groupe La Maison, on s'est très très vite orienté, parce que l'idée c'était d'identifier les grandes tendances des 10 ou 20 prochaines années, sous l'impulsion de nos grands actionnaires, qui sont ces grandes familles européennes. Et très très vite, évidemment, on a décidé tous ensemble de se spécialiser dans la tech growth notamment. Et c'est vrai que naturellement, on avait une envie forte d'être exposé à la Silicon Valley. Mais dans la Silicon Valley, l'accès est extrêmement compliqué. Il y a vraiment une petite part de happy few qui ont cet accès-là, que sont les grands fonds, les Andreessen Horowitz, les Sequoia, les batteries de ce genre. Mais nous, on n'avait pas vraiment de valeur ajoutée à apporter à cet écosystème et du coup, un accès limité. Et en fait, on avait tous Michel Sicurel qui avait déjà, à l'époque de Rothschild, créé un fonds venture israélien qui aussi était très, très présent dans l'écosystème. Mon network personnel faisait que je connaissais beaucoup d'acteurs locaux israéliens et on s'est dit qu'en fait, une des manières d'adresser la Silicon Valley et la tech, c'était plus facile de le faire à travers Israël. Donc au départ, ça a été vraiment le point de départ, c'était de dire on a plus d'accès à Israël qu'à la Silicon Valley, mais à la fin, on va toucher les mêmes sociétés puisqu'il n'y a pas réellement de sociétés israéliennes n'ayant pas de marché. Les sociétés israéliennes deviennent très vite des sociétés américaines. Et puis, on a eu aussi l'impulsion d'un de nos actionnaires principaux, qui est la famille Dassault, qui nous a vraiment incité à créer et constituer cette plateforme d'investissement en Israël. Donc voilà, c'est né comme ça. Donc, vous avez commencé à discuter avec l'écosystème qui était déjà très développé il y a 7 ans. Est-ce que tu pourrais nous le décrire ? Est-ce que tu pourrais nous expliquer ? Alors, un des points qui m'a marqué et qui avait fait l'objet d'un article que j'avais écrit, qui était la réussite de cet écosystème. Comment est-ce que tu expliques que l'écosystème tech israélien soit aussi développé ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de licornes ? Est-ce qu'il y a des éléments culturels qu'il faut mettre en valeur pour comprendre peut-être de façon plus précise pourquoi ça marche aussi bien, la Startup Nation? Alors, je vais donner mon modeste témoignage et ce que je crois qui fait la force en fait des sociétés israéliennes et de la population israélienne en général. D'ailleurs, on parle depuis des années de cette fameuse Startup Nation, qui est une notion qui est née de la publication d'un livre mythique que je vous conseille à tous de lire, écrit par Dan Senor et Saul Singer, qui décrivait très bien le miracle technologique israélien. Déjà 10 ans après, parce que ce livre a été publié en 2009, on peut dire que la notion elle est un peu galvaudée parce qu'Israël est passé de la Startup Nation à la Scale-up Nation. C'est le 3e hub technologique mondial après les États-Unis et la Chine. Et comme tu le disais, elle a généré plus de licornes que dans toute l'Europe réunie. Et donc, sur les éléments culturels, il y a un terme qu'il faut vraiment retenir quand on parle du marché israélien, des Israéliens et de leur culture. C'est un terme qui s'appelle la chutzpah. Alors, la définition la plus proche, mais qui est pas exactement conforme, c'est le culot. Et je pense que c'est vraiment ce qui définit
la culture israélienne, c'est le culot. C'est aussi le fait de croire que tout est possible, de ne pas avoir peur d'entreprendre, ni peur d'échouer. Et ça, je pense évidemment que l'armée et le fait que les Israéliens fassent l'armée y est pour beaucoup, ça leur donne une capacité de réaction immédiate qui a été sûrement intégrée à l'armée où chaque seconde de réaction compte. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé pendant le Covid en Israël témoigne vraiment bien de leur capacité de réaction. Quand ils échangent leur data contre le fait d'avoir le vaccin le plus rapidement possible, quand on voit le nombre de sociétés qui ont adapté en quelques jours, quelques semaines leur business model pour s'adapter, mais encore plus pour générer des opportunités de situation, et ça c'est impressionnant et on en a été témoins. Donc je pense que ça c'est une grande force. Et ce qui fait aussi à mon avis la force des sociétés israéliennes, c'est d'abord leur faiblesse, c'est qu'elles n'ont pas de marché. C'est 8 millions d'habitants en Israël. Donc, quand une société israélienne se constitue, elle n'a pas de marché à sa disposition. Ce qui fait que quand elle se crée pour être tout de suite internationale et tout de suite scalable. Ça, je pense que ça en fait une grande force. Ouais. Et est-ce qu'au niveau de l'éducation, tu penses que l'éducation est particulièrement compétitive ? Est-ce qu'il y a des éléments qui ressortent, en tout cas de ce que tu en connais, dans la sélection des étudiants ou à l'université, qui font que éventuellement ça pourrait contribuer à la réussite de ces scale-up ? Bien sûr. Alors, je pense déjà que la notion d'entrepreneuriat, elle est innée. Et d'ailleurs, on voit que les premiers incubateurs, alors je n'allais pas parler des incubateurs, mais les premiers incubateurs en Israël, c'est d'abord les universités. Quand on parle du Technion, l'université de Tel Aviv, ou alors des grands hôpitaux comme l'Institut Pasteur Weizmann, sont les premiers incubateurs de ces sociétés. Ils mettent de l'argent, ils sont les premiers au capital, et c'est vraiment cette notion d'entrepreneuriat qui est très présente. Si on parle même des chercheurs israéliens, on est moins dans la recherche systémique, la recherche pour rechercher, mais on recherche pour adresser un sujet et pour générer du chiffre d'affaires. Et ça, c'est vraiment une culture qui est différente. Donc, il y a un rôle très, très actif des universités dans leur capacité à générer des entrepreneurs. Et puis, l'armée est déjà, le plus grand incubateur en société de cybersécurité. Et à l'armée, on apprend à être des entrepreneurs parce qu'on apprend à diriger des équipes, on apprend à avoir des responsabilités très, très jeunes. Et je pense vraiment qu'on enlève la notion de peur. Peur de réussir ou peur d'échouer. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui est incubé au biberon. Et est-ce que l'État offre beaucoup de programmes d'accompagnement ou de finance beaucoup de startups ? Est-ce qu'il y a des programmes importants comme ça ? L'État finance énormément de startups. En fait, elle s'associe à des incubateurs ou d'ailleurs des fonds venture qui ont un incubateur intégré. Et l'État va jusqu'à financer jusqu'à $1 million par société. Donc, il est extrêmement actif. Et en plus, ce $1 million qui est à destination d'une société qui a été identifiée comme une société ayant beaucoup de potentiel, c'est vraiment une notion de don. Ouais. C'est pas une notion de prêt. C'est-à-dire que si la société échoue, rien n'est dû à l'État. D'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, de très important. On parlait des licornes tout à l'heure. Je pense que le nombre de licornes, il est aujourd'hui très, très impressionnant. Il y a 26 licornes qui sont nées en 2021, sachant que 2020 avait déjà généré une vingtaine. Wow. Voilà, il y a un autre chiffre que je ne me lasse pas de regarder et de citer, c'est qu'il y a aujourd'hui dans le monde 680 licornes. Ouais. Il y en a 63 en Israël. Ah ouais. Donc c'est presque plus de 10%, enfin c'est 10%. Ouais. Et si on parle de 2021, qui est une année d'accélération formidable, le chiffre est encore plus impressionnant, parce qu'il y a eu 166 nouvelles licornes dans le monde et 26 en Israël. Donc, on est à 15%. Incroyable. Ouais. Voilà. Et alors, dans les secteurs tech qu'on retrouve plus, tu citais cybersécurité. Moi, j'ai en tête, bien sûr, des fintech, insurtech, également la health tech, tout ce qui est IA, etc. Donne-nous peut-être un aperçu des différents secteurs présents dans la tech. Bien sûr. Alors, déjà, de manière plus générale, Israël génère des sociétés type SaaS. Donc, c'est vraiment la notion de software. Il y a quelques sociétés qui ont émergé en B2C, mais c'est pas
vraiment le focus. Donc évidemment, les sous-secteurs le plus célèbre, entre guillemets, c'est la cybersécurité, où, comme je le disais tout à l'heure, l'armée est le premier incubateur. Il y a une unité qui est très célèbre, dont on entend très souvent parler, dont tu entendras parler forcément, tu rencontreras au moins lors de ton prochain séjour en Israël. À chaque fois que tu parleras à des personnes, elles te diront qu'elles sont sorties de l'unité 8200. Donc ça, c'est cette fameuse unité incubée au sein de l'armée et qui est génératrice d'énormément de sociétés dans la cybersécurité. Il y a comme sous-secteur très récemment vraiment l'émergence de la health tech. Et on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a un avantage compétitif très, très important pour ces sociétés-là puisqu'elles ont accès aux data. C'est des data anonymisées, mais auxquelles elles ont accès, ce qui n'est pas le cas et ce qui n'est pas autorisé, notamment en Europe. Donc, ça leur donne un avantage compétitif énorme et on parlera de beaucoup de sociétés qui sont en train d'émerger. Évidemment, ils sont très présents dans le secteur de la mobilité. Donc, avant, on citait toujours Waze, mais depuis, il y en a plein d'autres. Il y a eu Mobileye, il y a Via, qui est une société d'ailleurs qui fait partie de notre portefeuille dont on pourra parler. Donc, le secteur de la mobilité est très présent. Les fintech, évidemment, on fera un petit focus dessus tout à l'heure si tu le veux, qui est très présent. Et puis, tout ce qui est intelligence artificielle. Mais on est vraiment à cheval entre l'IA, la data, la cybersécurité. Tous ces trois sous-secteurs sont connexes. Oui. Et puis, il y a d'autres secteurs aussi qui sont en train d'émerger, dont on parle beaucoup récemment. C'est tout le secteur de la food tech. Évidemment, plein de choses se font. Je pense que tu as dû entendre parler très récemment d'une société qui s'appelle Alive Farms, qui fait de la viande cellulaire. Tout à fait, oui. Voilà. L'agritech aussi est un secteur très présent. Ils sont très, très, très forts dans tout ce qui est agronomie et donc agritech aujourd'hui. Donc voilà. Autant de sous-verticales qui sont constitutrices de beaucoup de licornes. Et alors, les investisseurs qui viennent investir dans ces startups, est-ce que tu pourrais nous dire qui ils sont ? Donc, j'imagine qu'il y a des fonds. Moi, j'en avais identifié une dizaine de gros fonds israéliens. Il y a aussi des fonds américains qui s'établissent en Israël. Est-ce que tu pourrais nous dresser un aperçu assez généraliste de l'investissement ? Donc, les grands fonds, ceux dont tout le monde parle, d'abord, l'activité venture locale est très, très, très présente. Et ça, je pense que ça en fait une grande, grande force. C'est qu'il y a un accompagnement de tous ces fonds venture israéliens que sont les Pitango, qui a été fondé par le fils de Shimon Peres, Rémi Peres, ou des Viola Venture, Magma Venture, qui a récemment explosé, mais qui était un des très, très, très grands fonds israéliens qui s'est splitté en deux fonds aujourd'hui, des Jérusalem Venture Partners. Donc ça, c'est vraiment les fonds historiques israéliens. Et puis, il y a 8 ans, est né le premier fonds vraiment dédié simplement au segment du growth, qui est celui qu'on regarde, qui est une équipe, un fonds qui s'appelle Kumra, une formidable équipe, qui avait vraiment identifié il y a 8 ans ce switch qui était en train de s'opérer et l'émergence du scale-up israélien. Les Israéliens avaient vraiment l'habitude de vendre très vite leur société. C'est plus le cas aujourd'hui. Ils ont compris qu'ils ont tout pour constituer ces fameuses licornes et bientôt décacornes, qu'il y a presque plus de 10 décacornes aussi en 2021 en Israël. Donc ça, c'est aussi des chiffres impressionnants. Donc il y a eu depuis beaucoup d'émergence de fonds growth et même récemment des fonds très late stage, pré-IPO comme Ion Capital qui a monté un fonds de pré-IPO. Et puis il y a les grands fonds américains, Venture, qui sont très présents. Alors, ils avaient l'habitude de venir, repartir. Quand ils viennent, les valorisations explosent, puis ils repartent. Mais là, ça fait un moment qu'ils ne sont pas repartis. Et donc, tous les grands sont là, les Insight, les Battery Venture, les General Atlantic, les Sequoia, les Bessemer. Oui. Et puis, ce qu'on voit aussi, très récemment, c'est les grands fonds de private equity qui montent des activités growth et qui montent des équipes growth venture en Israël. Il y a notamment Blackstone qui vient d'annoncer qu'il montait une équipe growth venture en Israël. Donc, il y a beaucoup de monde, beaucoup de bagarres, mais la bonne nouvelle, parce que nous investissons qu'à côté de nos partenaires locaux, c'est que ces partenaires locaux sont extrêmement actifs sur la scène internationale et ont vraiment cette capacité encore aujourd'hui d'accompagner toutes ces sociétés. Ça en fait une grande force. Ouais. Et alors, intéressant parce que tu parles beaucoup des US. Est-ce que l'Europe est présente ? Est-ce qu'il y a des fonds européens qui se développent, qui ont des focus israéliens particulièrement ? Ou est-ce que dans les tours auxquels vous participez, vous voyez beaucoup de fonds européens ou pas encore assez ? Alors, non, on n'en voit quasiment pas.
Ah oui, On voit quelques stratégiques ventures européens, ok. beaucoup allemands, très très peu de français, très peu d'italiens, voilà. Mais la réalité, c'est on voit aussi beaucoup de corporate ventures chinois, Mhm. mais l'Europe est trop peu présente en Israël. Et comment ça s'explique, ça? Alors d'abord, je pense que si on doit parler, allez, un petit peu géopolitique, il y a eu, à mon avis, une appétence limitée Ouais. à être présent en Israël. C'est en train d'évoluer et on espère encore plus, mais il n'y a pas beaucoup en fait de fonds européens. Mhm. Il y a un fonds qui s'appelle Mangrove Capital qui est assez présent, qui a eu des très très beaux succès en C'est un Israël fonds avec notamment luxembourgeois. Wix. C'est des luxembourgeois. Voilà, exactement. Mais à part ça, non, il y a très peu de fonds européens présents en Israël. Ok. Et d'ailleurs, ça a été notre value proposal, non pas qu'on soit un fonds, mais nous, ce qu'on offrait et ce qui nous permettait d'avoir accès à ces sociétés israéliennes, c'est qu'on disait, bah voilà, la maison, nous, nos actionnaires, ce sont que des grandes familles qui représentent des grands groupes européens, et on va vous donner en fait ce pont et cet accès direct à ces sociétés européennes qui vont pouvoir venir vous apporter du business dev. Ouais. Alors, juste avant que tu nous éclaircisses, tu nous donnes plein de détails sur la maison, je voulais juste terminer sur la partie FinTech. Mm-hmm. Donc, la FinTech, la SurTech, voilà, on connaît tous Hippo ou Lemonade. Est-ce que tu pourrais également nous dire un petit peu qui sont les acteurs, sur quel type de FinTech on va voir plus de sociétés scale-up se développer en Israël? Bien sûr. Alors, on peut en citer d'autres, hein, des très grosses. Tu as effectivement cité Lemonade, mais il y a aussi Pioneer, qui est leader mondial, en fait, dans le service de transfert et de paiement transfrontalier pour les entreprises. Il y a eToro, qui est une énorme plateforme de trading social et de courtage. Il y a Riskified, qui est une très, très belle société de cybersécurité et de sécurisation des paiements, qui va faire plus de 200 millions de revenus cette année et qui prépare son introduction en bourse. Donc, il y a beaucoup de grosses sociétés déjà israéliennes. Il y a des Earnix. Si on doit parler de quelques-unes qui sont des très belles sociétés prometteuses de notre portefeuille, il y a une société comme Behalf qui fait en fait du crédit tech sur les plateformes d'e-commerce type Amazon aux États-Unis. Enfin voilà, il y a aussi un environnement très florissant. Et là, il y a vraiment un besoin de connexion avec les grands acteurs systémiques européens. Et nous, c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, notamment avec notre fonds FinTech. Mais là aussi, trop peu de présence de grands acteurs européens, alors que nous avons des très grandes institutions d'assurance et de banques européennes. Ok. Message pour les auditeurs. Exactement. Donc évidemment, quand on parle de FinTech, c'est aussi beaucoup très connexe avec tout ce qui est data, intelligence artificielle et cybersécurité. Tout à fait. Après, oui. on crée des sous-secteurs, mais on est quand même à 90% dans le software Oui. et donc dans le service apporté et la digitalisation de tout cet environnement. Et les marchés adressés par ces FinTech, c'est plutôt quelle zone du monde? C'est toujours les États-Unis, beaucoup. Il y en a certaines quand même qui adressent l'Europe. Hein. Nous, notamment, on a investi dans une très jolie FinTech qui s'appelle Tetare, qui est en fait une cybersécurité mais qui adresse des sujets notamment comme tout ce qui est anti-money laundering. Ouais. Et là, il s'attaque plutôt à des marchés européens et à des grandes banques européennes. Il y a quelques banques européennes qui sont très actives en Israël, notamment Santander, qui a mis de l'argent dans beaucoup de startups dans l'environnement FinTech israélien. Il n'y en a pas beaucoup. Merci beaucoup Isabelle. Si on parle maintenant de la maison, est-ce que tu pourrais nous faire un focus sur les différents types de fonds que vous avez avec les différentes thèses d'investissement et en particulier du fonds forcément que vous déployez en Israël? Alors en fait, la maison à ce jour, c'est à peu près 500 millions d'actifs sous gestion et c'est volontaire. On a envie de rester petit. On fait des fonds petits qu'on déploie assez vite. Et c'est vraiment ça l'idée, puisqu'on est toujours investisseur minoritaire à côté d'un fonds qui est leader. Donc, à ce jour, il y a 2 fonds israéliens. Donc, on a 2 poches d'investissement israéliennes. Le premier fonds israélien, il a été créé il y a 5 ans. Le deuxième, il y a 2 ans. Donc, on a investi en Israël dans plus de 30 sociétés, dans un stade growth. Donc, il y a 2 fonds dédiés israéliens dans lesquels on est
opérateur. Et à côté de ça, on a monté trois autres fonds. Un qui opère dans la Silicon Valley, où là, on est en partenariat avec une formidable équipe qui s'appelle Amity Venture, qui sont des anciennes Highland Capital. Oui. Et en fait, on a monté un fonds de continuation avec eux. On est les seuls actionnaires, les seuls LP. Qu'est-ce que c'est qu'un fonds de continuation ? C'est un fonds, en fait, qui réinvestit dans des sociétés déjà identifiées. D'accord. Donc, typiquement, l'équipe d'Amity Venture avait monté un fonds early stage. Nous, on n'est pas des investisseurs early stage. Et ce qu'on leur a proposé, c'est de faire un fonds d'accompagnement, en fait, où on réinvestit à côté d'eux dans des rounds successifs, dans lesquels ils ne peuvent pas être leaders, puisqu'il y a un sujet de conflit d'intérêts. Oui. Et nous, en fait, on apporte les capitaux pour pouvoir réinvestir dans ces sociétés dans lesquelles ils ont déjà investi à un stade plus jeune. D'accord. Donc, on a fait ça dans la Silicon Valley avec l'équipe d'Amity Venture et on a fait la même chose en Chine avec l'équipe de KT Innovation. Okay. Et où on a monté avec eux, en partenariat avec eux, ce fonds de continuation qui avait la capacité, non pas l'obligation, de réinvestir dans cette société technologique chinoise déjà identifiée et déjà au sein du portefeuille de KT Innovation. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on a fait aux États-Unis, en Chine. Donc aux États-Unis, c'est un formidable succès. Le fonds a retourné au moins 4 fois avec des très, très belles success stories comme Carta, très, très, très belle fintech que tu connais. Sneak, une très belle cybersécurité, ou une autre société qui s'appelle Talkdesk. Donc, on a plusieurs licornes dans ce portefeuille américain. Et en Chine, pareil, grâce à l'équipe de KT Innovation, on a eu la chance d'investir dans des très belles sociétés comme Lumi ou Momenta, qui est un LiDAR chinois. Donc ça, c'est, voilà. Et puis, très récemment, on a monté un fonds Tech for Fin dans la même... j'ai envie de dire le même ADN qui est celui de la maison, qui est celui du club, sauf que pour la première fois, on a des LP qui sont des institutions. D'accord. Et sont rentrés au capital, en fait, de ce fonds Tech for Fin. Donc, c'est vraiment trouver des sociétés qui apportent des services financiers. Donc, c'est pas la notion de fintech, mais vraiment de Tech for Fin. Et là, en fait, on a onboardé Amundi, Covea, Cardiff, la Lux, c'est une société luxembourgeoise. Tout à fait. Mais toujours dans cette notion de club. C'est-à-dire que nos LP ne sont pas des LP d'un fonds classique. Ils sont extrêmement hands-on. On a un comité stratégique où siègent les CEO de ces grandes institutions et on définit avec eux les grandes orientations stratégiques, les sous-secteurs qu'ils souhaitent qu'on adresse pour eux. D'accord. Nous, on est des identificateurs de sociétés qui peuvent venir apporter de la valeur et surtout des solutions à ces grandes institutions. D'accord. Et c'est vraiment dans ce sens qu'a été fait ce fonds Tech for Fin. Donc, il y a une logique de collaboration, de partenariat avec les LPs du fonds. Exactement. D'accord. Exactement. OK. Et donc, c'est un fonds qui est spécialisé FinTech ? Oui. Okay. Donc, en fait, jusqu'à maintenant, on faisait plutôt des fonds géographiques. Et pour la première fois, on a fait un fonds sectoriel. Donc, il est spécialisé FinTech. C'est toujours des fonds à peu près de 100 millions. OK. Et l'idée, c'est de le déployer assez vite. Voilà, on investit toujours dans cette même notion de partenariat. Et là, j'ai envie de dire que notre value proposal et ce qu'on apportait aussi à ces grandes institutions, c'était de dire, nous, on est très actifs en Israël. On est devenu le premier investisseur européen, puisqu'on a déployé plus de 200 millions en Israël à travers 2 fonds et 30 sociétés. Et donc, on va être identificateur pour vous de ces sociétés qui apportent énormément de valeur à l'environnement financier en Israël. Pas que, mais évidemment, on a un tropisme très, très fort en Israël. Est-ce que tu peux déjà nous parler de certains investissements que vous avez faits dans ce fonds-là ? Oui, bien sûr. Donc, tout à l'heure, je te citais une société qui s'appelle Behalf, une très, très belle société qui est une credit tech et qui vient en fait adresser et fournir des services de paiement fractionnés pour tous les achats qui s'opèrent sur les plateformes type Amazon, eBay, etc. Une très belle société. On a investi dans une société aussi qui s'appelle VATBox, qui, comme son nom l'indique, traite des sujets de TVA et de digitalisation de tout ce qui est récupération de TVA et maintenant qui va développer d'autres sous-verticales toujours liées aux taxes. On a aussi investi dans une société qui s'appelle Obligo, qui est une très belle société israélienne, mais qui n'opère qu'aux États-Unis et qui donne en fait de la liquidité à tout le marché immobilier, notamment ces montants colossaux qui sont bloqués en caution pour les locataires et pour les propriétaires qui ont plus de mal à avoir de la rotation
du fait de tout cet argent qui est mobilisé. Et grâce à la société Obligo, en fait, on remet sur le marché toute cette liquidité puisqu'on apporte des critères de notation avec beaucoup d'intelligence artificielle qui sécurisent les propriétaires et donc libèrent les locataires de cette nécessité d'avoir 1 an de loyer. Ouais. Donc voilà, ça c'est aussi une société dans laquelle on a investi. Et puis, on est sur le point de finaliser 3 autres deals. On en a fait aussi un en Chine, Oui. en collaboration avec KT, dans une très belle InsurTech qui opère en Asie du Sud-Est. Oui. Voilà. Et puis là, on est en train de regarder deux belles sociétés de cybersécurité. Top. Une question que je me posais, si tu pouvais donner des conseils à des auditeurs qui s'intéressent à cet écosystème-là, comment est-ce qu'on peut aborder, quel est le meilleur moyen d'aborder l'écosystème sans forcément avoir de connexion? En Israël? Oui. Alors franchement, la meilleure façon de l'aborder, je crois vraiment que c'est d'investir avec soit les fonds locaux, soit des personnes qui ont vraiment... C'est un petit marché, c'est vraiment un marché d'initiés. Ouais. Et puis, comme on en parlait tout à l'heure, les Israéliens ont une chutzpah très, très forte. Donc, si j'avais un conseil à donner, c'est que si un investissement israélien s'offre à vous, déjà par nature, c'est pas bon signe. Parce que les bonnes sociétés, elles manquent pas de finances. Ouais. Il faut se battre pour entrer au capital de ces sociétés et donc il faut avoir de la valeur à apporter. Ouais. Donc, quand on a vraiment envie de commencer à comprendre, eh bien, il faut rencontrer les équipes locales ou nous rencontrer parce que je pense qu'on est un bon pont et un bon accès en fait indirect à ce marché israélien. Parfait, merci beaucoup. Écoute, c'était hyper pratique, il y a eu plein d'infos. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont vos prochaines étapes ? Bien sûr. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que la maison, au départ, c'est une holding d'investissement qui a été constituée donc par Michel Sicurel dans l'idée vraiment d'avoir autour de lui ces grandes familles. Mm-hmm. Donc, je peux les citer. Donc, on a la famille Dassault, Michel David Veil, Carlo De Benedetti, Maurice Lévy, Martin Bouygues. Et l'idée, c'était vraiment de créer un club de grands investisseurs qui investiraient ensemble et donc apporteraient de la valeur à ces sociétés. Et voilà, on a la chance d'avoir des comités d'investissement extraordinaires où ces grands acteurs sont présents eux-mêmes, les fondateurs, les ayants droit. Voilà, donc toute cette génération de grands capitaines d'industrie ont été vraiment à l'essence et constitutifs de la maison. Donc dans les prochains projets, on a l'idée d'onboarder toute cette nouvelle génération d'entrepreneurs, donc les enfants de nos grands actionnaires, mais aussi d'autres qui sont représentatifs de la nouvelle, des nouvelles success stories et de la nouvelle économie. Oui. Et donc, on va créer en fait cette prochaine holding qui ça va s'appeler la maison Next Generation, qui sera en fait la continuité de la maison qui était un véhicule evergreen et vraiment une holding d'investissement, mais dans l'idée d'onboarder les plus jeunes actifs et aussi dans cette idée de transmission. L'idée, c'est que nos grands actionnaires, fondateurs viennent transmettre leur savoir à toute cette nouvelle génération. Okay. Donc ça, c'est demain. On est en train de finaliser en fait ce nouveau club où l'idée, c'est vraiment que de la cooptation. Donc, on ne fait pas du tout de promotion, mais c'est des familles qui se cooptent entre elles. Et puis, évidemment, à l'automne, on aura fini d'investir le fonds 2 israélien. Donc, on lancera le fonds 3 avec la chance d'avoir réussi à investir dans beaucoup, beaucoup de sociétés qui sont devenues des licornes et beaucoup de success stories dans nos sociétés israéliennes. Top. Écoute, on se quitte toujours, tu le sais, sur une recommandation de livre. Isabelle, quel livre tu nous recommandes ? Alors, j'ai cité le livre Startup Nation. Je pense que c'est incontournable de lire ce premier livre quand on veut aborder la scène israélienne. Ouais. Et qui a déjà été recommandé d'ailleurs, ou qui va être recommandé. Je ne sais plus dans quel ordre j'ai passé mes épisodes, mais je sais qu'il a déjà été recommandé sur un de mes épisodes. Merci beaucoup Isabelle, c'était hyper intéressant. Merci à toi Solène. À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions.
Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!